Bienvenue dans le monde de programmation des automates S7-1200 avec TIA Portal. Aujourd'hui, nous allons aborder la programmation Graph7. La programmation Graph7 se prête particulièrement bien à la programmation d'un séquentiel, c'est-à-dire des commandes qui se font dans un ordre bien déterminé à l'avance. Pour illustrer cette étude, nous allons nous intéresser à une séquence de déplacement d'un wagonnet entre trois positions. Le wagonnet va effectuer 4 déplacements successifs. Entre chaque déplacement, il attendra quelques secondes avant de repartir vers la position suivante. Depuis sa position de départ, à gauche, le wagonnet va effectuer le cycle suivant dès activation du bouton Start. Bonjour à tous, je me présente Fernand Chukarat. Nous aurons le plaisir de découvrir cette présentation ensemble. Afin de pouvoir suivre cette présentation, vous devez être familiarisé avec la programmation TIA Portal, du moins de la version basique. En effet, cette présentation met en œuvre un automate S7-1200 ainsi qu'un écran HMI KTP 700. En ce qui concerne le Graph7, je pars également du principe que vous maîtrisez cette norme. Rassurez-vous cependant, je vais faire un bref rappel sur les notions élémentaires dont nous aurons besoin ici. Cette présentation a comme objectif de vous donner un aperçu sur une des nombreuses méthodes de programmation Graph7. Pour atteindre cet objectif, je vous ferai d'abord un bref rappel des normes Graph7 que nous allons aborder ici. Ensuite, je vous propose une structure qui vous permettra d'organiser votre programme en tenant compte des différentes tâches à effectuer. Une fois le programme structuré, nous allons nous occuper des variables automates. Ici, nous devrons également respecter certaines structures. Une fois les variables API définies, nous allons regarder en détail la programmation du Graph7. Il s'agit ici d'un Graph7 en ligne. Lorsque nous aurons terminé la programmation du Graph7, nous allons nous occuper des autres fonctions API, principalement l'FC58, action des graphes, l'FC59, écriture des sorties, ainsi que l'FC9, lecture des entrées. Le programme principal est organisé dans l'OB1. Nous ferons appel à l'OB100, l'OB de démarrage, pour initialiser les variables. Lorsque nous aurons terminé la programmation de l'automate, nous devrons encore réaliser les vues HMI afin d'animer les étapes, les commandes et les fins de course. Enfin, nous pourrons lancer la simulation et vérifier le bon fonctionnement de notre Graph7. Le Graph7 est un outil de représentation et d'analyse d'un automatisme, particulièrement bien adapté au système à évolution séquentielle. C'est un outil graphique, qui se veut indépendant de la technologie de réalisation de la partie commande, décrit par la norme IEC 60848. Le mot Graph7 est construit à partir des premières lettres de « graphe fonctionnel de commande étape transition ». Bien que de nombreux fabricants d'automates programmables s'appuient sur cet outil, le Graph7 n'est pas un langage de programmation mais un langage de spécification d'automatisme. Voyons maintenant les règles de représentation graphique du Graph7. Le dessin d'un Graph7 suit des règles strictes que vous devez respecter rigoureusement. L'étape initiale, ou l'étape 0, elle est représentée par un double cadre. En principe, il n'y a pas d'action associée à l'étape initiale. Les étapes.
Elles sont représentées par un simple cadre. Le numéro contenu dans le cadre renseigne sur le numéro de l'étape. On dit qu'une étape est active lorsque les actions associées sont exécutées. Inversement, on dit qu'une étape est inactive si les actions associées ne sont pas exécutées. L'action associée est décrite dans un rectangle attaché à l'étape concernée. S'il y a plusieurs actions, on trace plusieurs rectangles. Nous pouvons constater que les étapes sont reliées par un trait vertical, coupé au milieu par un trait horizontal, la transition. Analysons maintenant la transition de l'étape 1 vers l'étape 2. La transition est validée lorsque l'étape en amont est active et que la réceptivité est vraie. Dès lors, la transition devient franchissable et l'étape suivante est activée alors que l'étape actuelle est désactivée. La réceptivité est une équation logique qui constate la bonne exécution des actions de l'étape en cours et qui fixe les conditions particulières pour passer à l'étape suivante. Remarquez également la liaison orientée. On doit placer une flèche si le sens de parcours n'est pas du haut vers le bas. Ici, nous voyons par exemple que le parcours a été modifié pour matérialiser le rebouclage à l'étape initiale. Structure générale du programme automate. Je vous propose ici la mise en place d'une structure basée sur les tâches à accomplir. Pour respecter le flux général des informations, nous allons d'abord lire les entrées et gérer les informations simulées dans l'FC9, lecture des entrées. Ensuite, nous allons déclarer l'FC10, graph701. Cet FC ne manipulera que les bits graph7 et interrogera les réceptivités pour passer d'une étape à l'autre. Les actions demandées par le graph7 seront traitées dans un FC à part, par exemple l'FC58, action des graphes. Les demandes des actions seront transcrites vers les sorties automates dans un dernier FC, comme par exemple l'FC59, écriture des sorties. Ces 4 FC sont appelés dans l'OB1. On devra cependant vérifier la bonne initialisation des variables lors du démarrage de l'automate. Ceci sera confié à l'OB100, l'OB de démarrage. Voici maintenant un aperçu de l'organisation du programme dans TIA Portal. L'OB100 n'est exécuté qu'une seule fois au démarrage de l'automate pour initialiser les variables. Ensuite, l'OB1, le programme principal, va exécuter en permanence le cycle suivant, agencé selon le flux logique des informations. L'acquisition des entrées du terrain, ou du HMI, la gestion du séquentiel proprement dit, c'est-à-dire les graph7, la gestion des demandes en fonction des étapes actives, et pour finir, le transfert des demandes vers les sorties de l'automate. Les variables automates. Nous allons ouvrir la table des variables API standard dans laquelle se trouvent déjà les bits système et de cadence. Nous allons déclarer nos variables à la suite de ceux-ci. Pour commencer, nous allons réserver systématiquement une zone de 16 bits contigus pour les bits graph7. 15 bits seront utilisés comme bits d'étape de 0 à 14. Le dernier bit sera le bit nouvelle étape qui signalera au reste du programme le démarrage d'une nouvelle étape. Ce bit ne sera actif qu'un seul cycle automate. Nous allons également accéder aux zones mémoire par un word pour nous faciliter la tâche lors de l'initialisation. Il est important pour cette raison de réserver 16 bits contigus. Continuons la déclaration de nos variables par les demandes graph7. Ici, le graph7 ne générera que 2 commandes distinctes, aller à droite ou aller à gauche. Les bits de travail sont des bits qui contiennent des informations des entrées automates ou des informations venant du HMI. En absence d'entrée réelle, il nous est possible de simuler celle-ci au HMI. L'unique commande du HMI, c'est le start cycle. Et pour finir, nous allons encore définir 4 entrées et 2 sorties automates. Programmation du graph7. Le bloc FC10, graph701, n'a aucune interface avec le programme appelant. Il n'y a ni paramètres d'entrée et de sortie, ni des variables locales, temporaires ou des constantes. La programmation du bloc se fait avec des variables globales qui ont été toutes définies dans la liste des variables automates. Pour commencer la programmation du graph7, nous allons d'abord mettre à 0 le bit nouvelle étape. Cette astuce nous permet de garantir son activité durant un seul cycle automate lors du démarrage de toute nouvelle étape.
Voyons maintenant la programmation standard d'une ligne de graph 7. Il s'agit ici de mettre en place le moteur qui fait évoluer les étapes les unes vers les autres sans tenir compte des réceptivités. On part du principe que lors de son activation, aucune étape ne peut évoluer vers l'étape suivante. Il faut donc expressément que le bit nouvelle étape soit à 0. Ensuite, on regarde l'état du bit d'étape active. Dans quelle étape se trouve-t-on? Et pour finir, on regardera la réceptivité, c'est-à-dire l'équation logique qui fait évoluer le graph 7 vers l'étape suivante si elle est vraie. Pour le moment, la réceptivité est absente. Si toutes ces conditions sont remplies, pas de nouvelle étape active et la réceptivité vraie, alors on active l'étape suivante et on désactive l'étape actuelle. Pour finir, on signale au reste du programme qu'une nouvelle étape démarre. Le réseau 2 va nous servir de base pour mettre en place la séquence complète. Il suffit de copier 4 fois ce réseau. Pour chaque nouvelle copie, il suffit de modifier les index comme suit. Au réseau 3, c'est l'étape 1 qui est active et on va vers l'étape 2. 7 étape 2, reset étape 1. Au réseau 4, c'est l'étape 2 qui est active et on va vers l'étape 3. 7 étape 3, reset étape 2. Au réseau 5, c'est l'étape 3 qui est active et on va vers l'étape 4. 7 étape 4, reset étape 3. Au réseau 6, c'est l'étape 4 qui est active et on retourne vers l'étape initiale 7 étape 0, reset étape 4. Une fois la séquence mise en place, il ne nous reste plus qu'à nous concentrer sur les réceptivités. Reprenons nos réseaux 2 à 6 pour les mettre en place. Et puisque nous devons repasser dans tous ces réseaux, n'oublions pas de leur donner un titre définitif ainsi que les commentaires selon les actions et attentes programmées. Le réseau 2 concerne l'étape initiale. Le wagonnet doit se trouver sur son fin de course gauche avant que l'opérateur ne puisse donner le signal du départ. Ces deux conditions sont nécessaires pour sortir de l'étape initiale et pour activer l'étape 1. Le réseau 3 concerne les actions de l'étape 1. Le wagonnet se déplace vers la droite jusqu'au fin de course ZSH. C'est l'activation du fin de course ZSH qui est la condition nécessaire pour sortir de l'étape 1 et pour activer l'étape 2. Le réseau 4 concerne les actions de l'étape 2. Le wagonnet attend quelques secondes avant d'entamer sa course vers la gauche pour venir se positionner au milieu. C'est l'activation du fin de course ZSM qui est la condition nécessaire pour sortir de l'étape 2 et pour activer l'étape 3. Le réseau 5 concerne les actions de l'étape 3. Le wagonnet attend quelques secondes avant d'entamer sa course vers la droite pour venir se positionner sur le ZSH. C'est l'activation du fin de course ZSH qui est la condition nécessaire pour sortir de l'étape 3 et pour activer l'étape 4. Le réseau 4 concerne les actions de l'étape 4. Le wagonnet attend quelques secondes avant d'entamer sa course vers la gauche pour reprendre sa position du départ ZSL. C'est l'activation du fin de course ZSL qui est la condition nécessaire pour sortir de l'étape 4 et pour retourner à l'étape 0, l'étape initiale. Après la réalisation du graph 7, nous allons nous concentrer maintenant sur les autres fonctions automates. En partant du graph 7, l'FC58 action de graphe sera la première fonction dont nous aurons besoin. Elle va gérer les demandes d'action en fonction de l'étape active. L'FC59, écriture des sorties, reprend les demandes et les transcrit vers les sorties. L'FC9, lecture des entrées, synchronisera les informations venant du terrain et du HMI avec les bits de travail. L'OB100, l'OB de démarrage, nous servira pour initialiser les variables au démarrage de l'automate. L'FC58, action de graphe. Cet FC va gérer les demandes en fonction des étapes actives des différents graph 7. Si j'utilise ici le mot graph 7 au pluriel, c'est qu'on utilisera ce même FC pour gérer les demandes issues des différents graph 7 d'une séquence complexe. On veillera particulièrement au flux des informations lors de la mise en place des différentes lignes de programmation. Le réseau 1 cadence une tempo qui sera utilisée dans les étapes 2, 3 et 4. En effet, il est établi dans le cahier des charges que le wagonnet se remet en route après quelques secondes d'attente dans ces étapes. C'est le bit nouvelle étape qui se charge de relancer la tempo. Le réseau 2 gère la demande d'aller vers la droite. Ce sont les étapes 1 et 3 qui demandent la marche vers la droite avec cependant une petite différence. Le wagonnet démarre directement après activation de l'étape 1 alors qu'il attend quelques secondes avant de démarrer à l'étape 3. Ce processus ne demande pas de réaction ultra rapide au système.
On peut donc postposer les demandes d'un cycle et on ne réagit pas durant le cycle nouvelle étape. Le réseau 3 gère la demande d'aller vers la gauche. Ici, ce sont les étapes 2 et 4 qui demandent la marche vers la gauche après quelques secondes d'attente. Ces demandes sont également postposées au cycle nouvelle étape. L'FC 59, écriture des sorties. Deux idées se cachent derrière l'écriture de ce bloc. Si on est en mode simulation, on n'active pas les sorties physiques de l'automate. Et si on est en mode réel, on permet l'activation des sorties physiques de l'automate tant qu'il n'y a pas d'action sur l'arrêt d'urgence. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais parlé de l'arrêt d'urgence. Maintenant, pour compléter l'exercice, nous en avons ajouté un. Il est câblé avec un contact normalement fermé à l'entrée I0.4. Pour la programmation, nous devons considérer que 1 égale OK et que 0 égale défaut. Les deux réseaux ont la même structure, permettant une lecture et une compréhension aisée du programme. Si on est en simulation ou si on a un arrêt d'urgence, alors on n'active pas la sortie lorsque la demande est présente. L'FC9, lecture des entrées. Il nous permet d'acquérir les informations venant du terrain lorsqu'on est en réel, c'est-à-dire lorsque la simulation n'est pas activée. Si par contre la simulation est activée, alors on va lire les informations venant du HMI. Après cet aiguillage, on récopie les informations retenues dans des bits de travail, c'est-à-dire des mementos qui sont utilisés lors de la programmation, dans le bloc Graph7 notamment. L'obéson est utilisé pour initialiser le Graph7 à l'étape 0. Pour s'assurer qu'une seule étape ne soit active, on commence par effacer le contenu de tous les bits d'étape du Graph7 avant d'activer le bit d'étape initial. Et pour terminer, il ne nous reste plus qu'à appeler les fonctions FC dans l'OB1 en prenant soin de respecter l'ordre d'appel. D'abord l'FC9, lecture des entrées. Ensuite l'FC10, Graph701. Pour continuer avec l'FC58, action des graphes. Et pour terminer l'FC59, écriture des sorties. Réalisation du HMI. Nous avons divisé notre vue en 4 parties distinctes. À gauche sont visualisées les étapes actives du Graph7 ainsi que leurs commandes associées. La deuxième partie reprend le bouton de commande Start et visualise également les positions du wagonnet. La troisième partie visualise les commandes de l'automate. Ceci se vérifiera lorsque nous allons faire un test en réel. La quatrième partie, à droite, reprend les boutons de simulation. L'information arrêt d'urgence sera visible lorsqu'on active l'arrêt d'urgence en fonctionnement réel. Un petit rappel avant d'aller plus loin dans l'étude des animations. Pour cette réalisation, nous allons principalement travailler avec les variables API qui se trouvent dans la table de variables standard. Nous ferons cependant également appel à une variable d'une DB d'instance pour animer le délai d'attente. Il s'agit ici d'une variable qui se trouve dans bloc de programme, bloc système, ressources programme, T attente minimum. Il s'agit de la DB1 qui est la DB d'instance à laquelle nous voulons accéder pour en visualiser l'état de la sortie Q. Les étapes sont uniquement animées par la propriété de la représentation. Ce sont les variables d'étape du Graph7 concernées qui sont associées à l'animation. On utilise la couleur blanche pour signaler que l'étape est inactive et la couleur verte pour signaler que l'étape est active. On utilise deux propriétés d'animation pour animer l'affichage aller à droite ou aller à gauche. La couleur, blanc ou vert, est une propriété de la représentation et elle est animée par la variable automate de demande de marche droite ou gauche. Cet affichage n'est cependant uniquement visible pendant l'activation de l'étape concernée. Un texte gris placé en dessous du champ animé apparaît lorsque l'étape n'est pas active. L'information à attendre sera animée selon le principe utilisé pour l'animation du sens de marche. Son état, la représentation par la couleur blanche ou verte, dépend de l'information qui vient de la DB d'instance DB1 et qui est l'état de la sortie de la tempo T attente minimum. Remarquez cependant que l'on attend tant que le tempo n'est pas terminé. Ici, on signale l'attente en vert sur la sortie Q égale 0. Une fois la tempo écoulée, la sortie passe à 1, mais l'attente est terminée et affichée en blanc.
Cet affichage n'est cependant visible uniquement pendant l'activation de l'étape concernée. Les 3 fins de course sont animées avec l'information des bits de travail. Le bouton nécessite la mise en place d'un paramètre d'animation et de 2 paramètres événements. Voyons d'abord l'animation. Le bouton Start n'est visible qu'en mode simulation. Dans l'onglet Événements, nous allons configurer 2 actions. Une action sur Presser, activation clic gauche de la souris, et une action sur Relâcher, relâcher la souris. Lorsqu'on pousse sur le bouton de la souris, on met la variable à 1. Inversement, lorsqu'on relâche la souris, on met la variable à 0. Les 4 boutons de simulation sont également paramétrés selon un même principe. Ils sont visibles en permanence et aucune animation n'est paramétrée. Un seul événement est paramétré sur relâchement de la souris. Dans ce cas, on inverse le contenu de la variable. Un témoin lumineux, placé à droite du bouton, renseigne sur l'état de la commande. Il est animé selon l'état du bit de commande. Si la commande est à 1, le carré est jaune. Si la commande est à 0, le carré est blanc. Test de l'ensemble. C'est en simulation avec PLC Sim que nous allons vérifier le fonctionnement de la séquence du graph7. Nous allons nous servir des boutons de simulation présents à l'écran pour simuler les fins de course ainsi que le bouton Start. Lors du démarrage de l'automate, seul le graph7 est initialisé à l'étape 0. Aucune autre variable n'est activée et le programme se trouve en mode réel. Et comme toutes les entrées sont à 0, nous sommes en présence de l'alarme arrêt d'urgence. Dans la vidéo suivante, nous allons d'abord vérifier le fonctionnement des boutons de simulation avant d'effectuer un cycle complet du graph7. En premier lieu, nous allons activer la simulation. Ensuite, nous allons vérifier la simulation des fins de course. Le fin de course gauche, le ZSL, le fin de course du milieu, le ZSM et le fin de course droite, le ZSH. Ce sont ces fins de course que nous allons simuler pour vérifier le fonctionnement de la séquence du graph7. Selon les conditions initiales, le wagonnet se trouve à gauche en position de départ. Nous allons donc activer le fin de course gauche pour simuler sa présence. Maintenant, on peut donner l'ordre de démarrer la séquence. Dès activation du bouton Start, la séquence quitte l'étape 0 pour activer l'étape 1. À l'étape 1, le chariot se déplace vers la droite en traversant le fin de course du milieu. Dès l'atteinte du fin de course droit, le graph7 désactive l'étape 1 pour activer l'étape 2. À l'étape 2, après quelques secondes d'attente, le chariot se déplace vers la gauche. Dès l'atteinte du fin de course du milieu, le graph7 désactive l'étape 2 pour activer l'étape 3. À l'étape 3, après quelques secondes d'attente, le chariot se déplace vers la droite. Dès l'atteinte du fin de course droit, le graph7 désactive l'étape 3 pour activer l'étape 4. À l'étape 4, après quelques secondes d'attente, le chariot se déplace vers la gauche en traversant la position du milieu avant de retrouver la position de départ. Dès l'atteinte du fin de course gauche, le graph7 désactive l'étape 4 pour retourner à l'étape initiale à l'étape 0. Grâce à PLC Sim, nous venons de voir le déroulement d'une séquence graph7 complète. Je vous laisse découvrir ci-après 2 vidéos qui vous montrent la réalisation réelle. Après la présentation des boutons, voici maintenant la séquence graph7.
Nous voilà arrivés à la fin de la présentation. J'espère que ces explications auront éclairé quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à revoir cette présentation ou à me poser vos questions concernant les points abordés. D'autres présentations sont en cours d'élaboration, alors n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions d'amélioration pour clarifier la compréhension des sujets traités. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.